Bonjour à tous, donc avec une nouvelle vidéo, pas vraiment en fait, vous verrez pas mon visage aujourd'hui puisque je me suis pété la jambe et que je ne peux pas ramener ce qui me servait de pied pour ma caméra. Donc peu importe, ça va pas changer la qualité du contenu, enfin je l'espère. Je vais vous parler de l'année 93 à la WSW aujourd'hui, mais avant ça, je vais répondre à un certain nombre de questions. Si ça vous intéresse pas toutes ces espèces de ce que je vais appeler la FAQ permanente, vous pouvez aller directement au cœur de la vidéo en allant voir en dessous dans la boîte d'infos le timing à laquelle le contenu sur la WSW en 93 démarre. Mais maintenant, les réponses aux questions. Alors, on va commencer pas mal de questions sur mes dernières vidéos qui c'est sur le catch japonais en 2016. Je commence par les questions de Radamel Falcao. Tu t'inquiètes peut-être un peu trop pour la New Japan. Les chiffres ont baissé, mais à côté, il y a eu un essor incroyable sur le marché occidental avec le New Japan World, et d'après leur communiqué, ils auraient réalisé leur G1 Climax, le plus rentable de l'histoire. Ils se retrouvent d'un côté comme d'un autre. C'est vrai que j'avais dit que la New Japan, pour moi, c'était un peu inquiétant, leurs chiffres. Je confirme, malgré ce que tu dis, puisque l'essor à l'international, si tu veux, je vois, et effectivement, hein, c'est de l'argent qui rentre, donc c'est positif, mais pour moi, la seule donnée qui est vraiment pertinente, c'est le nombre de spectateurs. La WCW, avant de se péter la gueule royalement, ils ont perdu beaucoup de spectateurs dans les house shows. La TNA récemment, c'était un peu le même problème. Pour moi, c'est vraiment le chiffre qui compte le plus. Après, le reste sont des chiffres qui sont valables, mais le nombre de spectateurs sur ta base, c'est-à-dire pour eux au Japon, c'est important, et surtout par rapport au fait que lorsqu'ils font l'idée du Wrestle Kingdom, début janvier, c'est de faire venir tous les fans de New Japan en un seul lieu. Et on voit qu'ils plafonnent en fait. Donc on se dit que c'est peut-être toujours un peu les mêmes fans qui viennent, ils ont du mal à faire venir d'autres personnes, enfin, on peut se poser ces questions-là. Et ça sous-entend que le vivier est peut-être limité, qu'il faudrait aller chercher d'autres personnes, enfin c'est pas évident. Donc ça peut être inquiétant, moi je confirme que c'est inquiétant. La deuxième chose sur le G1 Climax le plus rentable de l'histoire, il est rentable pour une raison très simple, c'est qu'il dure 30 journées aujourd'hui le G1. Je sais plus combien de journées exactement, mais c'est hyper long. Avant ça durait 5-6 journées. Donc automatiquement, ou 7 journées, enfin bref, automatiquement, peut-être qu'ils étaient plus rentables par journée avant, certainement d'ailleurs, mais aujourd'hui, ils sont plus rentables sur l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de journées. Mais ils obtiennent cet argent-là en tirant sur la corde, en fait. Pour moi, ils grillent beaucoup de match-up, ils en font trop, et le problème, c'est que ça dévalue le reste du produit, le reste de l'année, je pense. Et c'est d'ailleurs une tendance qu'on peut constater avec le Japan actuel, c'est que, par exemple, ils ont eu un match-up qui était intéressant avec Okada Omega, qu'on aime ou non, et ils l'ont déjà proposé une fois, donc en janvier dernier, une autre fois à la Dominion, il va avoir lieu une autre fois au G1, et je parie qu'il aura lieu une autre fois, très probablement au prochain Wrestle Kingdom, c'est ce que je m'attends, ou à un autre moment dans pas très longtemps, enfin d'ici 6 mois. Ça fera donc qu'il aura eu lieu 4 fois en un an. Leur plus gros match-up aujourd'hui. C'est ça leur plus gros match-up. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle tirer sur la corde. Les Hashimoto Muto, Chono Hashimoto, etc. Donc les plus gros match-up qu'ils avaient à faire dans les années 90, je pense qu'ils ont eu lieu peut-être 4 fois sur toute la décennie. J'exagère un petit peu, peut-être 5-6 fois, je sais pas, j'ai pas recompté. Mais en tout cas, certainement jamais, à aucun moment, même plus de 2 fois dans une seule année, c'est jamais arrivé, je pense. Et ils ont été super rentables comme ça. Donc on voit que ça aussi, c'est un signal. Moi, je me dis que quand tu commences à balancer plein de fois tes gros matchs, à faire le plus gros G1 de tous les temps, non pas en termes de nombre de spectateurs par show, mais nombre de shows et spectateurs en cumulé, etc., pour moi, c'est que tu tires sur la corde et c'est pas forcément un bon signe non plus. Donc ça me rassure pas outre mesure. Je continue. Il me dit: pour la Noah, je t'informe juste que 2017 est catastrophique pour eux, puisque 9 de leurs 10 Korakuen Hall Show ont attiré moins de 1000 spectateurs, dont la plupart tournent autour de 600-700. Korakuen Show, le Korakuen Hall, pardon, il peut faire 1500 spectateurs faciles, voire un peu plus, 1700, 1800. Donc ça veut dire qu'ils sont à même pas la moitié là aujourd'hui, donc c'est catastrophique. Et c'est d'autant plus catastrophique que j'ai vu qu'ils ont eu ces scores-là sur des shows où le main event n'était pas dégueulasse sur le papier. C'était des stars. Donc ça sous-entend que eux ont plus du tout ce vivier de spectateurs et que, à mon avis, faire un show à 3000, ça serait miraculeux quasiment pour eux, à moins d'avoir des guests. Ce qui est hyper inquiétant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que parallèlement, on a pas mal de gens qui ont l'air de trouver le produit de la Noah actuelle meilleur qu'il y a quelques années. Et donc on peut peut-être se dire qu'il y a peut-être un souci aussi dans la manière dont les gens apprécient un produit et dans la manière dont ce produit parallèlement peut aussi aller chercher des fans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un côté, on fait un produit qui plaira aux smart, mais qui sont quand même, j'allais dire une minorité, enfin peut-être pas vraiment une minorité, mais voilà. Il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Après, la Noah se calque pas mal sur la New Japan au niveau du produit, ils sont bookés en partie par Jado. Ou Gedo, je sais jamais lequel est lequel là-dedans. De toute façon, c'est des lutteurs que j'aime pas, donc je m'en fous. On continue.
Sinon, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. J'ai trouvé Okabayashi excellent et même trop oublié. J'ai l'impression qu'on a tendance à donner plus de crédit à Sekimoto parce que c'est le plus gros nom des deux. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance-là aujourd'hui. Peut-être des fans qui sont pas tout à fait sûrs d'eux et qui préfèrent mettre un gros nom comme un lutteur qu'ils vont plébisciter ou le meilleur lutteur de l'année ou quoi, parce que c'est plus confortable. Mais encore une fois, là, depuis 2-3 ans, Okabayashi, pour moi, il fait mieux que Sekimoto, il a un meilleur rôle aussi. Alors Sekimoto a fini l'année champion, je pense qu'en 2017 ça va peut-être mieux pour lui, parce qu'il aura des gros one-on-one à faire. Mais là, l'année 2015-2016, pour moi, c'était clairement plutôt Okabayashi qui avait été remarquable. En tout cas, Sekimoto et Okabayashi sont potentiellement deux des 5 meilleurs lutteurs de toute la décennie 2010, là, pour le moment, pour le Japon. Donc, tous les deux. Voilà. Et enfin, sinon, je m'étonne de la non-présence de quelques combats que j'ai énormément appréciés pour des raisons similaires à d'autres matchs présents dans ce top. Kamitani versus Ishikawa en finale du Strong Climb, et une grande surprise pour ma part, Honma et Makabe contre Tamatonga et Tanga Loa en finale du Tag League, où j'ai trouvé un storytelling fort, rare dans les matchs par équipe de la New Japan Pro Wrestling. Du coup, si tu pouvais y revenir brièvement, ça pourrait être intéressant. Alors, pour le Kamitani Ishikawa, je m'en rappelais plus spécifiquement. Je me rappelle que c'est un truc un peu badass, basé sur le côté Kamitani qui serre le poing et qui a la flamme. Je me rappelle pas avoir embarqué plus que ça sur ses comebacks ou quoi, donc voilà. Ça me surprend pas, je pense que c'est un match que j'avais dû avoir à 3,5 et que j'ai pas mis, c'est partout dans mon top 20 mais que j'ai apprécié. Par contre le Honma Makabe, je me rappelle contre Tamatonga et Tangaloa, je me rappelle m'être dit, parce que je crois que c'est toi qui me l'avais recommandé, je me rappelle m'être dit que le storytelling était bien sur le papier, mais qu'ils avaient vraiment pas su, et notamment les deux Gaijins, le vendre en fait, le rendre le fait de faire en sorte qu'il ait de l'impact en fait, le faire fonctionner à plein pot. Et du coup, ça fait maladroit, ça fait un peu. On avait des idées, mais on a eu du mal à les. Donc, on a compris le storytelling, c'est déjà pas mal. Hein, c'est pas un match dégueulasse. C'est clair que ça a vachement occupé. Et sans ça, sûrement que le match aurait été bien moins bon. Mais on voit la différence entre des mecs qui savent vendre un storytelling et le rendre intéressant, et des mecs qui n'en ont pas vraiment l'habitude et qui ont tendance à faire des matchs un peu en faisant des moves sans trop réfléchir. Et c'est peut-être un peu le problème. Et d'ailleurs, Honma et Makabe sont pas non plus des fous furieux d'un point de vue storytelling habituellement. Et ça donc pas spécialement ça a pas vraiment marché quoi, c'est un peu décevant et c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que le match fonctionne et que tout le monde le trouve génial, ne serait-ce que pour peut-être que la New Japan se dise tiens, cette formule peut être intéressante. Donc à creuser mais avec d'autres lutteurs, des gars plus aguerris sur ce plan-là, mais ils sont pas full à la New Japan parce que ça a jamais été trop leur délire de faire un fort storytelling avec de la dramatique, des situations à 2 contre 1 comme ça. Dans les matchs par équipe. C'est plutôt le lot de la All Japan et aujourd'hui la Big Japan Pro Wrestling le fait très bien. Voilà. Alors je continue avec une question de Vince Rated R. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que si je passe autant de temps sur chaque question, ça va durer vraiment très longtemps cette vidéo. Très sympa cette première partie avec les influences de chaque chose. Ça aurait été intéressant d'avoir les données concernant l'intérêt du catch japonais au Japon, mais aussi à l'international. Surtout pour la New Japan Pro Wrestling en fait. J'ai fait une petite recherche de mon côté, mais je n'ai rien trouvé de bien précis. Alors, effectivement, une Japan à l'étranger, ça commence à exister, ce qui n'était pas tellement le cas avant. Ils ont fait sold out très vite leur show aux US, mais on n'a pas de chiffres précis. J'ai pas non plus le nombre de spectateurs. Bon après ça doit pouvoir être trouvable dans le sens où ils ont fait sold out d'une salle qui a une contenance limitée quoi. Mais voilà, après faudrait voir parce qu'il faudrait qu'ils viennent régulièrement et dans des salles de différentes tailles pour voir un petit peu. Parce que s'ils viennent qu'une fois ou un week-end dans un lieu précis, on peut se dire qu'ils vont peut-être faire un gros score. Mais s'ils viennent régulièrement un peu partout, on va peut-être voir, tiens, à tel endroit ça marche, à tel endroit ça marche moins. Là ça marche au début mais ça marche plus. Voilà, il y a l'effet d'un peu de fraîcheur qui fait que peut-être ça a attiré beaucoup de monde. Donc à voir si ils arriveraient à vraiment s'implanter en venant souvent. Et je sais pas s'ils en ont l'intention ou pas. Je crois qu'ils en ont l'intention de venir un petit peu de temps en temps, mais bon, ça devrait être de l'ordre d'une dizaine de shows par an, à mon avis, à tout casser. Donc, ça restera plutôt ponctuel. Je continue. Sinon, j'ai pas plus de chiffres que toi, hein, sinon je les aurais donnés. Donc j'en ai pas. Continuons. Alors ça c'est une question intéressante. Tu parles du selling inconsistant de certains matchs, notamment la New Japan Pro Wrestling, dû à la volonté d'impressionner par la qualité athlétique et technique des lutteurs. Ne vaudrait-il pas mieux, dans ce cas-là, assumer complètement la volonté de jouer sur le work rate et oublier tout ce qui est attaque ciblée aux jambes et aux bras, pour ne pas créer d'incohérence au niveau du selling? Pourquoi continue-t-il dans certains matchs les phases de ciblage si au final cela ne mène à rien? Ne comprennent-ils pas le défaut de la démarche ou pensent-ils que la majorité des fans n'ont aucun problème avec ça? D'ailleurs, comment certains fans peuvent se contenter d'un catch parfois maladroit, quand on le sait, le produit pourrait être excellent au niveau du selling de façon régulière et pas seulement dans les grands matchs. Alors,
moi, le cœur de ta question pour moi, c'est pourquoi ils continuent à avoir quand même de la focalisation dans leurs actions, c'est-à-dire de ne pas faire que du work rate. Tout simplement parce qu'ils font des matchs longs, ils font des shows longs, et que sur la longueur, ça va saouler tout le monde. Même les fans qui jurent beaucoup par le work rate, qui mettent des 6 étoiles et compagnie, là, il leur faut une focalisation dans l'action, sinon c'est chiant. Donc ils font ça. Moi, je parle souvent du verre à moitié plein, c'est-à-dire le fait qu'il y a une focalisation mais qui ne débouche sur rien. C'est-à-dire un travail sur la jambe où le mec, une fois qu'il s'est sorti de sa domination, il court, il se sert de sa jambe. On a oublié un peu ce qui s'est passé. Ce qui gêne certains fans, j'ai encore entendu ça récemment, mais pas au point de dévaluer le match. C'est-à-dire que j'ai entendu des gens dire qu'il y avait ce problème-là dans le match de Dominion entre Okada et Omega, qu'au passage je n'ai pas vu. Mais ça les a pas empêchés de mettre 5 étoiles ou plus. Donc ça veut dire que quand même, voilà, le fait qu'il y ait une focalisation, ça leur tient à cœur. Et si derrière ça passe à quelque chose de cohérent et que ça développe une autre situation et que tout est enchaîné, c'est une tuerie énorme. Alors que quelque part, moi, c'est justement ce qui va se passer ensuite qui va vraiment intéresser. Donc là, on voit la différence entre différents profils de fans qui se focalisent sur différents aspects du catch, je dirais, de façon plus ou moins forte, parce que je regarde quand même aussi l'aspect work rate un minimum. Et je pense que voilà, ils continuent parce qu'ils se rendent bien compte que, comme tu le dis un peu, la majorité des fans n'ont pas de problème avec le fait que les phases de ciblage, que ce soit au bras, à la jambe, au dos, ne mènent pas à grand chose. À rien, de façon outrancière, ça les gênerait. Si le mec il court, vraiment il fait des dropkicks dans tous les sens juste après, ils vont quand même le voir. Mais ça les a pas gênés sur le Okada Tanahashi où j'avais critiqué ça, j'avais fait une review d'un Wrestle Kingdom où j'avais parlé de ça. Il y a plein de gens qui ont mis 5 stars et qui disent que c'est un des meilleurs matchs de tous les temps. Alors que Okada fait dropkick et court partout après un travail sur la jambe qui a duré un moment. Voilà, donc ils ont aimé le fait qu'il y ait une focalisation, et ça les gêne pas qu'après ça débouche sur quelque chose ou non. Voilà, c'est pas voilà. Donc c'est pour ça qu'ils continuent, et de toute façon, s'ils faisaient pas ça, ils tomberaient sur un côté spotfest qui saoulerait les gens, notamment sur les matchs de plus de 20 minutes, je pense. Alors je voulais rebondir moi un peu ensuite de cette question-là sur une vidéo que j'ai vue ce matin. C'est Norbert Feuillon is not amused sur c'était sur quoi? Sur être fan de catch en 2017. Je vous recommande la vidéo, j'apprécie leur vidéo, c'est pour ça que je les regarde et c'est pour ça que j'ai réagi. Quand je dis leur vidéo, c'est à lui et à Sturi et à Rabi et tout ça, donc toute cette chaîne, c'est ça le catch que je vous invite à découvrir, mais à mon avis c'est déjà le cas. Et en fait, je voulais réagir à ça parce que ça m'a un petit peu fait hausser les sourcils, puisque il dit en gros que c'est, et il reprend les mots de Jim Ross et de Sean Waltman, donc c'est une époque fantastique 2017 pour les fans de catch, que peu importe vos goûts, il y a forcément quelque chose pour vous, qu'on a plein de variétés de styles selon les fédérations avec de la grosse qualité, etc., etc. Et moi en fait justement, je pense exactement le contraire de ça. C'est-à-dire que je comprends pas comment on peut faire l'éloge de la variété en 2017 quand, à mon sens, les styles entre les fédérations n'ont jamais été aussi proches. C'est-à-dire que en restant uniquement aux US, il y a, si on prend au cœur des années 2000, je pense que la différence de produits entre WWE et Ring of Honor était plus grand que l'on a aujourd'hui entre WWE et Ring of Honor, notamment quand on regarde NXT. NXT, Ring of Honor, c'est assez proche. La TNA, on pourrait la mettre dans le même lot. Et après, quand on regarde par rapport à la New Japan Pro Wrestling qui s'est occidentalisée, on voit aussi qu'il y a quand même une proximité de style. Alors que si je vous invite à faire l'essai, allez voir des matchs de la New Japan des années 90, notamment chez les poids lourds, des années 2000 chez les poids lourds, et comparer avec ce que la WWE faisait à ce moment-là, c'est vraiment très différent. Et après, dans le même temps, on avait de la ECW, donc les indies US étaient quand même très différentes du mainstream, pendant un certain moment, etc. Et je pourrais prendre n'importe quelle époque, en fait, datant d'avant, je dirais 2009-10, et ça serait vraiment frappant, en fait, à quel point les choses étaient très différentes. Et si on prend avant les années 80, c'est encore pire, quoi. Je veux dire, le catch européen était vraiment très marqué européen. T'avais les territoires NWA, selon le territoire, t'avais des styles très très différents. Memphis ne faisait pas du tout la même chose que Georgia, alors qu'ils étaient très proches géographiquement. Donc vous imaginez un petit peu, si on commence à prendre Stampede Wrestling, WWF, Texas, etc. Il y avait vraiment plein de styles. Donc c'est vraiment un argument que je pense absolument pas valable de dire aujourd'hui c'est génial parce qu'il y a plein de styles. Même au Japon, je veux dire, le shoot style n'existe plus. La différence de style entre la All Japan, la Noah, la New Japan, etc. n'est pas non plus énormissime. Il existe, mais il n'est pas énorme. C'était beaucoup plus net avant, je pense. Et maintenant, deuxième chose là-dessus, c'est que je pense qu'aujourd'hui, it's a great time to be a fan quand on est un fan qui jure beaucoup par le work rate. Puisque le point commun entre la plupart des styles, c'est le fait d'essayer de faire des matchs très forts en termes de work rate. J'ai déjà expliqué ce que c'est que le work rate dans une autre vidéo. Et le problème, c'est qu'il y a un côté, on veut essayer de tout péter dans chaque match. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que faire des matchs sobres,
qui en garde beaucoup sous le pied, qui donne envie d'en voir plus, etc., qui donne envie de revenir et de garder cette explosion de feu d'artifice pour les top matchs, je pense que c'est une meilleure façon de fonctionner. En tout cas, c'est une façon qui, moi, me fait mieux vivre ma passion pour le catch et qui me fait plus kiffer. Et ensuite, il y a beaucoup de cas où le work rate va au détriment, je viens d'en parler juste avant. C'est pour ça que je voulais répondre à cette question juste après celle de Vincerated R. Beaucoup de matchs où le work rate va au dépens, mais ça date pas d'hier. Les années 90 pour les junior heavyweight, les Otani, Liger, Samurai, Kanemoto, etc. dans les deuxième partie des années 90 à New Japan, c'était déjà le cas. Le work rate va au dépens du storytelling et du selling et de la dramaturgie que tu peux obtenir à travers ça. Et moi, personnellement, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Donc en fait, c'est une super époque pour les gens qui jurent par ça, parce qu'ils en ont dans toutes les fédérations. Ce qui n'était pas le cas avant, ça c'est clair. Mais c'est pas une super époque pour les gens qui ont mon profil, et j'espère pas être le seul. Donc voilà, alors après je suis pas non plus un vieux con qui dit que tout est nul aujourd'hui, il y a plein de trucs bien quand même, mais la tendance la plus nette partout, c'est ça, et en fait malheureusement je m'intéresse peut-être à des minorités moi du coup, et c'est un peu particulier, mais c'est aussi ce qui me motive je pense à parler sur cette chaîne, et c'est ce qui peut-être va vous faire vous intéresser à ma chaîne parce que j'aurai un son de cloche différent. En tout cas je le souhaite, voilà pour cette réponse. Alors ensuite, question de Starks is back. Je viens de remater un excellent Windham versus Flair de 87 et ça m'a fait penser à une de tes anciennes vidéos. Tu disais que Flair ne pouvait être le meilleur lutteur américain car il n'avait pas de big move. Et je trouve bizarre que toi qui prônes la psychologie comme le plus important dans un match, tu juges Flair sur ses moves. Sinon, excellente vidéo. Comptes-tu à court à moyen terme faire des vidéos sur la Jim Crockett Promotion des années 80? Alors je réponds vite fait à la dernière partie de ta question. Oui. Je ferai des vidéos sur les années 80 dans tous les territoires NWA confondus. Je fais des grosses vidéos, je ferai ça. Et dans pas très longtemps, vraisemblablement. Voilà, un peu en parallèle des vidéos sur les années 90, je pense que je vais essayer d'alterner, on verra ça. Je n'ai pas vu le Windham Flair en question, dont tu parles. Je crois pas, en tout cas, ou alors je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle pas. Mais voilà, ta question me plaît bien. J'y répondrai peut-être plus en détail aussi au fur et à mesure des vidéos, parce que j'aurai l'occasion de parler de Ric Flair, notamment dans les années 80. Et dans cette vidéo aussi, là, 93 à WSW. Juste pour préciser, en fait, le reproche que je fais, il n'est pas du genre, il a une palette de moves réduite, donc c'est chiant parce qu'il fait toujours les mêmes moves, ou il n'a pas une bonne exécution de ses moves, ou ce genre de truc. Parce que ça me pose pas de problème. Dans mes lutteurs préférés, des mecs qui ont une exécution qui est pas forcément monstrueuse, ou une palette de moves très très réduite. Des mecs comme Stan Hansen, Genichiro Tanaka, par exemple, ils ont vraiment une palette de moves très réduite, et ça fait partie de mes lutteurs préférés de tous les temps. D'ailleurs, Ric Flair aussi fait partie de mes lutteurs préférés de tous les temps. Le reproche que je fais, c'est le fait d'avoir une palette de moves qui correspondent à ce que tu veux incarner. Si tu veux faire un brawler, à un moment donné, il faut avoir, je dis pas dans ta palette de moves des coups de poing et des coups de pied, parce que tout le monde en a, mais des coups de poing et des coups de pied qui soient convaincants, un selling qui va bien dans ce registre de catch, etc. Enfin, ça prend quand même des qualités, c'est pas un truc que tu peux t'improviser comme ça. Si tu veux faire un technicien, il faut que tu aies une qualité d'exécution où tu as donné vraiment l'impression que l'autre, il peut rien faire, il est pris par ta technique, un peu comme ce que peut faire un mec comme Regal, par exemple, ou Bret Hart à une certaine mesure, ou d'autres. Je pense que pour faire un mec qui est numéro 1 mondial comme Ric Flair, à partir de la fin des années 80 et des années 90, où il y a quand même un côté plus bourrin dans les matchs, où on commence à avoir plus de big moves, plus de violence, etc., où il y a moins le côté catch wrestling qui est là un peu en trame de fond, je pense que c'est devenu un problème le fait que Ric Flair n'ait pas de power move. En fait, c'est pas vraiment de big move, c'est des power move. Il a même pas une close line violente ou quoi. Et je trouve que, je vais en parler tout à l'heure peut-être un petit peu plus, je sais pas, mais le match de Starrcade 93 à la WSW, il affronte Vader, il fait un comeback à la fin que je trouve pas hyper fun à regarder, parce que même s'il fait des coups de poing fermés, que Vader vend super bien derrière, il dégage pas une impression de violence qu'il aurait été vraiment cool d'avoir à ce moment-là, quoi. Et c'est pas le seul lutteur qui a ce problème-là. Un Mick Foley, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant quand il encaisse que quand il attaque, et c'est dommage, tu vois, ça crée un déséquilibre. Et je trouve que par rapport à son rôle de super numéro 1 mondial à la fin des années 80 et des années 90, première partie des années 90 en particulier, il lui fallait ces quelques power moves. Le plus gros move de Ric Flair, c'est un body slam, quoi, à un moment donné. Donc ça l'a pas gêné sur le début des années 80 parce que le style convenait, mais il a peut-être pas adapté sa palette de moves au rôle qu'il avait compte tenu de l'évolution du catch, je pense. Et tu vois, face à Windham, ça doit pas forcément être évident parce que Windham, il dégage cette violence. Alors après, Flair en heel, qui contrôle l'autre, etc., ça passe mieux. Mais quand il est face et qu'il faut qu'il fasse le comeback du mec qui défonce tout, c'est un petit peu compliqué. Et je trouve que ça limite vachement par rapport au rôle qu'il a incarné. Voilà, j'espère que tu as mieux compris mon idée, mais je pense que j'y reviendrai de temps en temps sur cette notion. Je continue avec deux autres questions. 450 Splash. Je me suis un peu intéressé au gros match de moins de 5 minutes et j'ai trouvé un Kenta versus Ricky Marvin de 2009 qui est assez génial. Sinon,
Alors je l'ai pas vu le match, donc je vais pas rebondir dessus, mais je prends note. Peut-être que je le regarderai un jour, et si ça m'a marqué, je t'en parlerai. Sinon, je m'étais posé une question que je trouve pertinente. Effectivement, elle est cool, la question. Lorsqu'on regarde un match pour la première fois, qu'on le découvre, on l'apprécie plus ou moins selon le match en lui-même et nos goûts, et on lui attribue une note, plus ou moins claire, qui reflète donc le plaisir pris au premier visionnage. Cependant, j'ai un petit problème. Lorsque je regarde un match pour la seconde fois et donc que je n'ai plus cette sensation de découverte, j'ai tendance à beaucoup moins apprécier le match en question. Comme je connais la plupart des spots, le début, la fin, le résultat, je suis moins transporté et donc je me demandais quelle est la vraie note. Il n'y a aucune intention de vouloir être objectif là-dedans, mais je pense que le premier ressenti que l'on a sur un match est le ressenti legit, et que je pense que ce serait injuste de baisser la note parce qu'on a moins apprécié la seconde fois. Alors, en fait, ce que tu dis, je trouve pas ça du tout bête, mais moi je suis complètement à l'opposé de ça en fait. C'est-à-dire que moi je considère que le premier ressenti, il est tellement subjectif par rapport à des attentes qui sont parfois très bêtes, que on passe parfois à côté de la qualité éventuelle du match. Je prends un exemple récent, le Royal Rumble 2017. Je pense que vous faites le même finish, mais avec Samoa Joe qui arrive et qui finit le match comme Roman Reigns l'a fini, à la place de Roman Reigns, donc Samoa Joe à la place de Roman Reigns à la fin, beaucoup de gens vont dire c'était génial. Mais là, beaucoup de gens ont été tellement blasés, déçus, outrés de l'arrivée de Roman Reigns que le constat était forcément négatif. Mais si tu le revois maintenant, et que tu sais que ça va se passer comme ça à la fin, tu peux peut-être un peu passer outre ça et vraiment juger le match pour ce qu'il est vraiment. Et moi, je suis beaucoup comme ça. C'est-à-dire que quand je regarde un match pour la première fois et que je connais pas le résultat, j'ai tendance à espérer que ceux que je préfère gagnent ou qu'il se passe un truc parce que je l'attends et tout. Et des fois, ça me fait passer à côté du truc et des fois, je kiffe mieux les deuxièmes fois. C'est pas toujours le cas, mais ça m'arrive souvent, donc je considère que... Et souvent d'ailleurs, ma deuxième note, enfin ma note sur le deuxième visionnage, va être beaucoup plus proche de ma note sur le troisième visionnage qu'elle va l'être par rapport au premier visionnage. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Alors ça, tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est pour le mieux, parce que celle qui va rester avec le premier, deuxième, troisième, deuxième, troisième, quatrième, cinquième visionnage est plus fiable. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des qualités qui sont vraiment là et qui sont pas juste j'ai kiffé celui qui a gagné donc j'étais content. Voilà. Continuons avec 450 Splash. Que penses-tu du fait qu'il y ait des émissions de shoot sur le WWE Network comme Bring It to the Table? Personnellement, j'adore cette émission, mais je trouve qu'elle n'est pas du tout à sa place. La WWE, en voulant toujours en faire trop et proposer toujours plus de contenu sur son network, va finir par se brûler les ailes. Alors, je ne mets pas le network, je ne regarde pas cette émission. Je sais ce que c'est qu'une émission de shoot, je regarde beaucoup de shoot interviews personnellement. D'ailleurs, si je devais regarder des shoot interviews, je préférais ne pas les regarder sur le network, dans le sens où je pense que hors du network, les lutteurs seront plus libres, ou se sentiront plus libres eux-mêmes, inconsciemment, de dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire. Sachant que la WWE, quand même, censure beaucoup de choses. Je veux dire, à un moment donné, un mec sait qu'il peut pas parler de Chris Benoit, quoi, tu vois. Pour prendre un exemple très clair. Bon, bref. Bon, ça doit pas être trop méchant, mais quand même. Moi, ça me gêne pas, parce que pour moi, aujourd'hui, tel que le kayfabe existe, ce qui compte, c'est que le kayfabe existe lors des shows WWE, à proprement parler, et le plus possible. C'est-à-dire, parle de Raw, SmackDown, NXT, Pay-Per-View, etc. Tout ce qui est à côté, ce genre d'émission, ça va être à peu près comme l'interview d'un acteur qui parle d'un film. Bon, voilà. C'est en aparté. Quand tu regardes le film, tu veux oublier que c'est un acteur, donc il faut surtout garder le kayfabe à ce moment-là. Mais à la limite, à côté, tu peux quand même regarder ces interviews, ça va pas t'empêcher d'embarquer lors du film, et je pense que c'est pareil. Donc, voilà, peut-être il y a quelques années la question se serait posée, mais aujourd'hui, de toute façon, le kayfabe étant ce qu'il est, je pense pas que ça pose problème. Voilà. Et enfin, dernière question de WhatsApp. À quand la saison 94 pour la WWF? Et vu que tu as déjà découvert toutes les saisons des années 90 de WWE, je te suis depuis que tu postes sur le forum FN Lutte, comptes-tu faire un bilan de toutes ces années? Alors, je ferai l'année 94 de la WWF prochainement. Hein, t'as remarqué, j'avance 93 WWF, 93 WCW, donc prochainement, peut-être 94 de la WWF ou autre chose. Et effectivement, quand j'aurai couvert toutes les années, je ferai un bilan sur la décennie, avec sûrement, par exemple, mon top 50 des meilleurs lutteurs, top 100 des meilleurs matchs, genre de trucs. Alors, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, et probablement que je posterai les listes et compagnie sur le blog, dont je vous parle de temps en temps. Voilà pour les questions. Je vais pouvoir parler maintenant, à proprement parler, de la WCW en 93. Alors, comme d'hab, je vais d'abord vous raconter un peu ce qui s'est passé en 93 de marquant. Je ne vais pas faire trop dans le détail parce que ça serait pas forcément passionnant. Après, vous pouvez aller vous renseigner aussi par vous-même en regardant un petit peu les résultats des shows, les linéages des titres, etc. pour avoir des informations qui seraient évidentes. Pour moi, je commence souvent par le truc à retenir, le truc le plus important de l'année 93 à la WCW. Et bien pour moi, c'est le fait que Ric Flair revient.
C'est important parce que Ric Flair, c'est la figure de proue, c'est l'icône de la fédération. Il avait quitté la WCW en 91 suite à des désaccords avec le président exécutif de l'époque, Jim Herd, et partiellement booker en chef, j'y reviendrai là-dessus. Et il avait fait donc 1 an et demi à la WWF, très bonne période d'ailleurs à la WWF, où il a été excellent. Et il a quitté la WWF donc fin janvier 93, après un Loser Leaves Town match contre Mr. Perfect. Et les fans savaient qu'il avait quitté la WWF. Et il s'est passé un truc vraiment intéressant. Peut-être la première fois dans l'histoire du catch mondial, je pense. En tout cas US, je pense vraiment. Je connais pas assez le catch mexicain pour être aussi affirmatif que ça, mais c'est que je pense que les fans ont réagi de façon smart et que ça a conditionné le booking. C'est-à-dire que comme les fans savaient que Ric Flair allait revenir, ils ont commencé à chanter We Want Flair, etc. dans les salles, et on sentait que les fans voulaient acclamer Ric Flair. Et du coup, les bookers étaient obligés de faire revenir Flair face. Et je dis que ce sont des smarts dans le sens où Ric Flair, ça fait 3 ans à ce moment-là, 3-4 ans qu'il est heel. Et voilà, parce que fin 89, il a eu un passage face, mais donc à partir des années 80, enfin l'année 1990, 91, 92, et le petit bout de 93 qu'il a fait WF, il était heel. Et les gens chantent We Want Flair, donc c'est pas normal quelque part. Donc ils sont hors fait quand ils disent ça, donc ils sont smart dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on remarque un truc, et ça vous allez voir que je pourrais le dire sur chaque année, les choses un peu avant-gardistes ont toujours lieu à la WCW dans les années 90. J'y reviendrai, mais le fait qu'on ait des smarts comme ça qui soient vocaux, c'est arrivé d'abord à la WCW. C'est le premier exemple que j'ai, personnellement. Et donc ils l'ont fait revenir face. Et donc Ric Flair va faire une année de face, qui va finir par être face qui court après le titre de champion poids lourd, ce qui est quand même quasiment son contre-emploi, lui qui a été tellement longtemps le heel champion poids lourd qui va défendre son titre dans les territoires NWA contre le babyface du territoire. Donc c'est assez étonnant. Et tout ça culmine à Starrcade où il affronte Vader et gagne le titre dans un match où s'il perdait, il devait prendre sa retraite, etc. Et il gagne avec de l'émotion, ça se passe en plus chez lui, en Caroline du Nord, etc. On le voit d'ailleurs dire au revoir à sa famille, tout ça j'y reviendrai. Voilà, ça c'est un des fils conducteurs les plus majeurs de l'année, puisqu'il revient d'abord, d'ailleurs il n'est pas lutteur au début, Ric Flair il revient pour une émission, et puis la provocation des Hollywood Blondes va faire qu'il va revenir dans le ring, etc. Enfin c'est assez intéressant. Voilà, alors parallèlement à ça, je vais revenir sur les Hollywood Blondes juste après. En parallèle de ça, bien on peut parler de l'année de champion de Vader, qui a été quand même quelque chose de remarquable, des titres, des règnes de 1 an, c'est pas non plus légion, à partir des années 93, il n'y en a pas eu milliards. Vader est donc resté champion toute l'année, il avait gagné le titre des mains de Ron Simmons tout à la fin de l'année 92, dans un house show. Bon, c'est comme ça. Et il est resté champion jusqu'à Starrcade, donc 1 an quasiment pile poil, où il a été extrêmement dominant, avec des gros matchs sanglants contre des Cactus Jack, des Sting et des Ric Flair. Il y a quasiment du sang à chaque fois avec Vader, et souvent très violent et de très bonne qualité. Je reparlerai de Vader dans les meilleurs lutteurs, bien entendu. Mais ça, c'est aussi un des trucs majeurs de l'année, c'est l'année où Vader est champion toute l'année à la WCW. Il n'y en a pas eu d'autres. Autre chose majeure et marquante, in kayfabe, l'année des Hollywood Blondes. Donc c'est une équipe qui s'est formée tout à la fin de l'année 92. C'est Brian Pillman et Steve Austin, où ils sont heel. Ils se connaissaient pas trop à ce moment-là, on les a mis en équipe, ça arrangeait pas trop les deux lutteurs, surtout Steve Austin je crois. Et très vite ils vont développer une complicité et une créativité dans leur personnage exceptionnelle, mais vraiment très vite. Et alors là encore un truc totalement avant-gardiste, pour moi ils sont comme DX en 97 mais en 93, donc trop tôt quelque part. Mais vraiment dans l'attitude de petits branleurs qui respectent personne, qui se font leurs petites blagues à eux, qui sont irrespectueux de tout, et tout, c'est extraordinaire. Je vous reparlerai tout à l'heure de quelques cas plus spécifiques. In-ring, c'était bien, c'était pas non plus la folie furieuse. Brian Pillman a toujours du mal, je pense, in-ring en heel, puisqu'il a une moveset qui est très excitante, et il veut pas exciter la foule parce qu'il veut pas que la foule l'encourage, puisqu'il est heel. Donc du coup, il a tendance à limiter un peu son style, et je le trouve beaucoup plus intéressant in-ring en face, mais beaucoup plus intéressant au niveau personnage en heel, en fait, Brian Pillman. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça que l'Attitude Era était faite pour lui, puisqu'il aurait pu combiner les deux, puisque les heels étaient devenus des faces quelque part, l'Attitude Era, donc là il aurait pu être génial à tous les niveaux. Malheureusement, il a eu un accident de voiture. Voilà. Mais enfin, Steve Austin lui a fait une année fantastique. Mais voilà, pour moi l'année des Hollywood Blondes c'est super marquant, puisqu'ils ont duré que à peine 1 an, ils ont splitté à la fin de l'année, puisque Dusty Rhodes a vu énormément de potentiel chez Steve Austin, il voulait lui faire partir en solo autour du titre US pour voir un petit peu si ça pouvait prendre auprès des fans dans un run solo de Steve Austin. Et malheureusement, après ça, ça va un petit peu se barrer en couille.
On ne sait pas exactement pourquoi, apparemment il y a eu un petit peu de Ric Flair là-dessous. Bon, j'en parlerai pour 94. Et j'en avais parlé dans ma vidéo sur Steve Austin de toute façon. Enfin, dernière chose majeure dans l'année 93, qui se passe cette fois-ci en backstage, mais c'est vraiment hyper important. Et ça va me permettre de faire un petit peu un topo sur comment s'organise la WCW par rapport à la WWE, puisque c'est vraiment pas du tout la même manière. En fait, la WWE, si vous voulez, vous avez Vince McMahon qui est le propriétaire, président, donc Big Boss, et Booker en chef. On lui attribue rarement le titre de Booker en chef parce qu'on se dit, bon, il est déjà tout le reste, mais il est Booker en chef dans le sens où c'est lui qui a le dernier mot sur les décisions de booking, quel lutteur on push, qui est champion, etc. C'est lui qui a le dernier mot, donc c'est le Booker en chef. La WCW, c'est pas du tout la même manière. On a le propriétaire Ted Turner, qui est pas seulement propriétaire de la WCW, mais de plein d'autres entreprises, et donc il nomme à la tête de chaque petite entreprise, petite entre guillemets, un président exécutif. Donc en anglais c'est CEO, je crois. Donc à la WCW en 91 c'était Jim Herd, et avant. En 92 il y a eu Bill Watts, et en 93 ils vont élire un nouveau président exécutif, suite à des propos très limites de Bill Watts, un petit peu racistes. N'allez pas dire que Bill Watts est profondément raciste, parce qu'il avait toujours donné la part belle à ses lutteurs noirs dans son territoire du Mid-South dans les années 80, donc il y a peut-être de la maladresse ou quelque chose comme ça, faudrait voir un petit peu. Mais bref, Bill Watts a été limogé, et ils ont décidé de nommer comme nouveau président exécutif Eric Bischoff. Ce qui est évidemment important, puisque Eric Bischoff a donné quelque chose de très différent ensuite, pas tout de suite, pas dès maintenant. Et donc, si je vais parler un peu de l'organigramme des fédérations, c'est parce que Bill Watts c'était un booker historiquement, il a été booker dans le Mid-South, avec la UWF du Mid-South, et donc il était président exécutif et booker en chef. Et avec Eric Bischoff, ça va se passer différemment, puisque Eric Bischoff n'a pas de connaissances dans le catch, a priori. Alors là, vous allez me dire pourquoi il a été élu, je vais vous dire ça dans un instant. Et donc Eric Bischoff va déléguer le rôle de booker en chef à un comité, qui sera mené d'abord par Dusty Rhodes, puis ensuite par Dusty Rhodes et Ric Flair. Voilà, donc en gros les deux plus grosses stars et les gars qui vont être les plus écoutés dans le backstage, etc. Voilà. Donc Dusty Rhodes qui sous Bill Watts avait un rôle de consultant de booking, bon là il a repris son rôle un peu de booker en chef. Voilà. Alors, juste un mot sur pourquoi Bischoff a été choisi par Ted Turner comme nouveau président exécutif. Alors j'ai appris ça tout récemment, en fait j'ai vu une shoot interview de Greg Gagne, qui était le fils de Vern Gagne, qui a été booker à la AWA, avant que la AWA ferme, dans la fin des années 80 et tout début 90. Et en fait, c'est lui qui a recruté Eric Bischoff comme consultant là-bas. Eric Bischoff qui était, je sais plus, livreur de pizza, ou je sais plus ce qu'il faisait avant, enfin vraiment il n'avait rien à voir avec le catch. Il avait il avait une petite passion pour les arts martiaux, donc voilà. Et donc il l'a recruté parce qu'ils étaient en galère, ils se faisaient piquer tout leur talent, de toute façon, la AWA. Et quand la AWA a fermé et que la WCW cherchait des bookers, ils ont été prendre Greg Gagne. Et Greg Gagne, ayant un emploi à la WCW, il a reçu un appel de Bischoff qui lui a dit « Est-ce que tu pourrais pas me proposer comme consultant ou quoi là-bas ?» Enfin, un truc. Et donc Greg Gagne, pour qu'il soit embauché, pour que Bischoff soit embauché, il lui a attribué un certain nombre d'idées de booking de la AWA qui en fait ne venaient pas du tout de lui. Et apparemment, c'est le fait qu'on se dise il est jeune et il a eu des idées dans le passé qui ont fait qu'ils l'ont choisi. C'est ce que dit Greg Gagne. Alors après, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il est peut-être très aigri de ne pas avoir été choisi, j'en sais rien. Toujours est-il que on verra que finalement, ça n'aura pas été une si mauvaise décision à long terme. Enfin, non, à moyen terme. À long terme, ça n'a pas été une bonne décision, mais à moyen terme, c'était pas mal. Voilà. Donc un petit résumé de l'année 93 où il s'est passé des trucs. Alors, l'arrivée de Bischoff à la tête de présidence de la WCW a fait que la NWA a pu à nouveau se rapprocher de la WCW. Donc on a le titre NWA poids lourd qui va revenir à l'écran. Et on va se retrouver avec 3 titres poids lourds majeurs. Donc le titre de champion de WCW poids lourd qui va être détenu par Vader. Le titre US qui va du coup être dévalué, détenu en partie dans l'année par Dustin Rhodes. Et le titre de champion NWA poids lourd qui va faire une apparition une partie de l'année, qui va être détenu notamment par Barry Windham. Et qui va repartir, il va disparaître, mais la WCW va faire un truc important aussi, c'est qu'ils vont garder le linéage de ce titre-là, entre guillemets, enfin ils vont le faire continuer en le rebaptisant International Championship, et c'est un peu une espèce de second titre poids lourd, ce qui fait que le titre US se retrouve 3e titre poids lourd dans la hiérarchie. C'est relativement important dans le sens, vous allez le comprendre quand je parlerai du fait que Steve Austin devient champion US en 94, mais sauf que le titre US à ce moment-là, c'est plus la même. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qui était important. Après, je vous ai pas parlé de l'année de quelques lutteurs, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans mes awards maintenant. Donc maintenant, je vais faire un peu le déroulé de mon ressenti sur cette saison à travers mes awards, donc habituels.
Je vais essayer d'expliquer mes choix, ça me fera évoquer des choses factuelles et objectives, donc ça sera quand même intéressant pour vous, mais j'insiste sur le fait que c'est mes choix qui sont très perso. Maintenant, je pense que c'est le plaisir aussi du catch, c'est d'avoir chacun un ressenti différent sur une même matière première. C'est pas comme du sport où bah voilà, on est obligé de constater que c'est un tel qui est plus fort ou quoi. Il y a moins de débats à avoir, quelque part. Voilà, donc vous pouvez à la limite, si ça vous plaît, ce genre de format, faire la même chose, hein, vous copier, mais avec vos ressentis à vous et pas uniquement des choses factuelles. Donc allons-y avec le premier award, à savoir lutteur le plus surutilisé, surpushé de l'année. Voilà. Alors, je vais commencer par mon numéro 3, qui va être The Shockmaster. Alors, Shockmaster, si vous ne savez pas qui c'est, j'ai mis une petite photo déjà, ça vous donne une envie. Hein. En fait, le Shockmaster, c'est l'ancien Typhoon ou Tugboat de la WWF, qui a été recruté. Il a fait ses débuts lors d'une émission, dans l'émission Saturday Night Main Event, Saturday Night, pardon, WCW Saturday Night. Il y avait une émission Flair for the Gold, où Ric Flair recevait des invités, un peu à la manière des... comment ça s'appelle, Asylum là de Dean Ambrose, ou les émissions comme ça, Jericho, etc., ou Miss TV, enfin ce genre de trucs. Donc c'est un lutteur qui a une émission et il fait ses débuts, et c'est les débuts les plus pourris de l'histoire, mais tellement pourris que c'est drôle. Donc il a un costume dégueulasse, hein, vous pouvez voir, il a le casque de Star Wars, enfin bon bref. Et en fait il fait ses débuts ratés puisqu'il est censé défoncer un mur et il se pète la gueule. C'est super drôle à regarder, hein. Puisqu'en fait le mur, le haut était bien en carton pâte, mais le bas était peut-être plus solide, donc il trébuche, il se casse la gueule, il perd son casque, il le remet, il fait une promo hyper kitsch, enfin bref. Et c'est le flop des débuts fait que déjà le fait de conserver ce mec-là pour le main event du pay-per-view suivant, dans un wargame qui plus est, c'est chaud, parce que bon, avec des débuts aussi ratés, tu te dis, fallait peut-être revoir ses plans. Mais l'idée même de le mettre dans le main event dans un wargame était déjà pourrie sur le papier. Donc pour moi, c'est un surpush. Après, il n'y a pas eu de scandale dans l'année. Hein. Globalement, tout le mid-card, upper mid-card, main event, c'est que des bons lutteurs quasiment à WCW. Il y a peut-être Sid à la limite qui n'a pas été extraordinaire, mais pour moi, il n'a pas été spécialement gênant dans cette année-là. Donc je préfère mettre un mec comme Shockmaster qui a absolument rien à faire dans un main event de pay-per-view en wargame, de base, et encore moins quand il fait ses débuts là, sur cette troisième marche du podium. Deuxième, alors ça peut être surprenant, j'ai mis Paul Orndorff. Donc c'est un ancien très grand lutteur qui était un super athlète dans les années 80, qui a eu tout un break suite à des problèmes de santé, je crois. Et il est revenu donc à 92, je crois, à la WCW. Et il est totalement hors de ses prime years. On voit qu'il n'a pas du tout adapté son style à l'époque. C'est très ringard, old school, mais mal senti. Enfin voilà. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'en plus de ses promos et de son in-ring assez faible dans l'année 93, c'est le fait qu'il est assez dominant. Je crois bien, j'ai pas revérifié, mais il devient champion par équipe, je crois, tout à la fin d'année avec Paul Roma. Ou alors c'est en 94, je sais plus exactement. Et il a une rivalité avec Mick Foley, qui est fraîchement tourné face, qui a besoin de victoire pour s'installer, etc. Et c'est Orndorff qui gagne, alors qu'il fout rien dans les matchs, et Foley prend tous les bumps, etc. Donc c'est un petit peu, voilà, le mec qui est un peu booké parce que c'est une légende, mais il a plus du tout le niveau pour assumer ce booking-là. Et enfin, numéro 1, l'incarnation absolue du surpush, Paul Roma, dans cette année 93, puisque Paul Roma, il va être intégré aux Four Horsemen. Alors les Four Horsemen qui seront face, puisque j'ai dit tout à l'heure, Ric Flair revient face, donc il tourne Arn Anderson face. Et il faut une version des Four Horsemen face. C'est pas la première, il y avait une version avec Sting où ils étaient face aussi. Sauf que Paul Roma, il est inconnu au bataillon quasiment pour les fans, ou ex-lutteur de la WWF, mid-carder, voire low-carder heel, donc je vois pas pourquoi il serait tout d'un coup propulsé à ce rang-là. Et il n'a pas le talent ni au micro, ni dans la personnalité, ni dans le in-ring pour assumer ça. C'est-à-dire que tu mets un Chris Benoit comme ça, ce sera le cas plus tard. Tu te dis au début, tu es peut-être un peu dubitatif, puis il arrive à atteindre le cœur des fans par son style, son talent, quoi. Mais il n'a pas le talent non plus, et donc pour moi, ils l'ont vraiment grillé totalement. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis beaucoup plus haut que ce qu'il pouvait faire, et ça l'a ruiné. Et d'ailleurs, ça a été un flop pour ça, parce que c'est un surpush, en fait. Ou un rôle beaucoup trop haut par rapport à lui. Et c'est pas un lutteur que j'aime pas du tout, parce que j'aimais bien son équipe avec Hercules Hernandez, moi, à WWF, Power and Glory, ça s'appelait. Et pour moi, c'est un bon worker de mid-card, mais il a rien à foutre dans les Four Horsemen, quoi. Surtout, Four Horsemen face, comme ça. En plus, les Four Horsemen, à l'époque, ils étaient 3. Parce que le 4e, je crois, c'est soit, je sais plus si c'est Ole Anderson ou J.J. Dillon, mais en tout cas, c'est un mec qui est en backstage, donc on le voit pas. Donc c'est Ric Flair, Al Anderson, et puis donc Paul Roma. Donc il y a un petit peu un petit souci, quoi. Voilà. Donc, award suivant, le contraire. Donc les sous-utilisés. Alors, il y a un scandale, et 2 gars que je trouve des très bons workers qui sont
très peu utilisé, notamment pas du tout en pay-per-view ni en Clash of Champions, souvent dans le low card, dans un rôle de jobber, et ça me désole un petit peu. Donc, je vais commencer par eux, donc troisième et deuxième respectivement, Z-Man, Tom Zenk et Brad Armstrong. Donc ce sont deux très bons workers qui mériteraient, je pense, d'avoir des petits runs un peu plus haut, etc. Je répète que Brad Armstrong et Z-Man, d'ailleurs, pareil, auraient pu être de bons champions poids légers. C'est une ceinture qu'ils avaient essayé de mettre en place, mais qu'ils ont abandonné d'ailleurs en 93. Voilà, donc ils ont servi à rien. Surtout, je trouve Brad Armstrong, c'est vraiment dommage, parce que c'est un très bon worker. Il l'a un peu plus prouvé en 93. Je crois que Z-Man quitte la fédération d'ailleurs en 93 pour ne plus rien faire le reste de sa carrière. Alors que c'était un bon petit lutteur. Bon, voilà, je demande pas à ce qu'il soit champion de quoi que ce soit, ou alors TV champion à la limite, mais c'est dommage. Et le scandale, donc c'est le numéro 1, donc c'est Ron Simmons. Alors Ron Simmons, rappelez-vous, en 92, je vous avais dit qu'il était hyper over, alors plus en 92 qu'en 92, mais quand il a gagné le titre à la fin de l'année 92, la pop qu'il a et tout, le momentum qu'il a, qui est un peu artificiellement créé, mais qui est quand même là, c'est monstrueux. Il fait un petit run de champion de 3-4 mois, il perd le titre en house show, déjà c'est compliqué. Ensuite, il l'utilise plus du tout, alors qu'a priori il n'était pas blessé, hein, j'ai pas entendu quoi que ce soit là-dessus. Ils le font revenir, je crois. Alors attendez, j'ai regardé, il a fait 2 openers de pay-per-view et un match dans le pay-per-view le plus pourri de l'année, Battle Ball. Un match en plus insignifiant. Alors que 4-5 mois avant, il était champion du monde poids lourd. Voilà. C'est affolant. C'est comme si tout d'un coup, là, Kevin Owens, là, ils le font perdre le titre dans un house show et derrière, on le voit plus pendant 3-4 mois et ensuite, voilà, c'est à peu près ça. Bon. À toute proportion gardée, parce que Kevin Owens, ça fait peut-être un peu plus d'années qu'ils l'ont installé que Ron Simmons, et encore. Non, c'est assez comparable. Donc voilà, c'est incompréhensible. Alors après, ça dérange moins de monde, parce que Ron Simmons, c'est pas un worker de fou, c'est pas un lutteur extraordinaire. Mais enfin, bon voilà, c'est pas non plus une daube. C'est un gars qui, à mon avis, faire tous les main events, être champion trop longtemps, ça aurait été du surpush, et ça a été peut-être un de mes surpush d'ailleurs de l'année 92. Enfin, de là à plus le mettre du tout. Et d'ailleurs, ils lui ont fait faire un heel turn qui était tout à fait intéressant, où il est un peu aigri comme ça, de la réaction des fans et tout, qui était pas mal. Il est beaucoup plus à l'aise en heel, je trouve. Simmons en plus, sa moveset convient mieux. Il est meilleur dans ce rôle-là, de toute façon, je pense. Il aurait pu faire des petites rivalités en mid-card tout à fait intéressantes, avec quand même une base de fans derrière, que ce soit en face ou en heel, dans sa capacité à faire des choses. Bon, ils l'ont pu utiliser, ils l'ont laissé son contrat se terminer, puis ensuite, basta. Et d'ailleurs, Ron Simmons, il y a une disparition totale au milieu des années 90. Il reviendra en 96 à la WWF, mais entre-temps, on ne sait même pas où il est. Donc voilà. Alors, début et retour de l'année. Alors ça, c'est pas un award évident avec la WCW et puis même du manière générale dans les années 90, parce qu'ils travaillent pas plus que ça les retours comme ça, ou les débuts des lutteurs, comme ce sera le cas ensuite. Donc, j'ai un peu hésité. Bon, il n'y a pas 40 milliards de trucs. Alors j'ai mis numéro 3 le retour de Ric Flair, parce que ça fait une énorme hype, ça fait une pop, ça fait réagir, parce que c'est Ric Flair, voilà. Il n'y a pas grand chose de spécial, c'est annoncé en début de show, il revient, il fait une petite promo, on le voit je crois s'asseoir pour regarder le match Barry Windham contre Keiji Muto, Great Muta plutôt. Voilà, il revient un petit peu petit à petit, donc ça fait pas un gros impact d'un coup, mais c'est quand même Ric Flair. Numéro 2 j'ai mis Sid. Pourquoi ? Parce que lui il fait son retour, en fait il y a un match, ça va vous faire rire, mais où Colonel Parker, c'est un manager, doit avoir un membre mystère de son clan pour affronter Van Hammer, donc un low carder, donc voilà. Et donc la surprise, c'est Sid. Donc pour une fois qu'une surprise est vraiment à la hauteur, même en dessous des attentes, au-dessus des attentes, parce que les gens ils se disaient bon, une surprise pour affronter Van Hammer, ça va pas être la folie, et c'est Sid. Et là tu te dis que s'ils avaient attendu un peu pour les Four Horsemen, peut-être qu'ils auraient pu foutre Sid en troisième membre des Four Horsemen plutôt que Paul Roma, et je peux te dire que là ça aurait marché. En enforceur, même face, un Sid, ça marche. En plus tu peux le faire un heel turn facilement parce qu'il a une tête de fou, voilà. Donc c'est dommage. Et numéro 1, parce que je trouve ça super drôle à regarder, et que c'est le segment qui compte dans mon award début retour de l'année, Shockmaster. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est juste, si vous avez jamais vu les débuts de Shockmaster, vous tapez Shockmaster début, de toute façon il n'y a pas d'autre chose à voir, et vous tombez sur des débuts les plus drôles de l'histoire, donc à défaut d'être vraiment bon par rapport à ce qu'il voulait sûrement faire à ce moment-là, c'est bon en tant que nanar. Et j'aime les nanars, donc je mets Shockmaster numéro 1, j'assume. Voilà. Newcomer de l'année, donc nouveau venu dans la fédération, donc c'est soit des rookies total, soit des gars qui sont importés d'autres fédérations. Alors je vous fais une liste plus ou moins exhaustive.
Donc non classé, on aura Yoshi Kwan, que je ne classe pas, Rob Ivy, donc c'est Rob Van Dam, et oui, Rob Van Dam en 93 de celui où ça existait. Alors il a fait un tout petit rôle, hein, il n'a pas eu de match en pay-per-view je crois, mais il est déjà très très fun à regarder. Alors il n'a pas tout à fait le même style, il est pieds nus je crois, et il a un peu moins de fun dans ses moves, mais on sent déjà un potentiel en fait. Après ça, Rob Van Dam va aller au Japon, puis ensuite va être repéré par Paul Heyman qui va le prendre à la ICW et va faire évidemment la carrière qu'on connaît. D'autres nouveaux venus majeurs, Harlem Heat, c'est Booker T et son frère Stevie Ray. Bon, Stevie Ray on s'en fiche un peu, mais Booker T c'est quand même extrêmement important parce que c'est une légende. Paul Roma donc, j'en ai parlé. Le British Bulldog, Davey Boy Smith qui fait ses débuts à WCW en 93, mais pour un run très faible. Max Payne. Alors Max Payne, c'est le futur Man Mountain Rock de la WWF, pour ceux qui ne connaissent pas les autres fédérations de la WWF. Et enfin donc mon podium, donc numéro 3 j'ai mis Chris Benoit. Alors il a fait un match en 92. Donc ceux qui veulent chipoter peuvent venir, ah il a été là en 92 effectivement. Mais en 93 il a son premier run réellement. Il va disparaître de la circulation et il va y revenir ensuite parce j'ai entendu qu'il a gagné plus d'argent au Japon que à la WCW, donc il avait été un peu plus dispo pour le Japon que pour la WCW, donc la WCW l'a pas trop utilisé avant 95, il va revenir en 95 à temps plein, le moment où la WCW aura plus d'argent, avec, vous savez, avec Guerrero, etc., avec Malenko, il reviendra à ce moment-là. Donc il a fait une bonne année, mais pas non plus de fou, parce qu'il n'est pas trop utilisé. Numéro 2, j'ai mis Too Cold Scorpio. Là aussi, un talent que la WCW n'a pas conservé, bizarrement. Un lutteur très très fun, qui est arrivé tout à la fin de l'année 92, donc je compte rookie pour l'année 93, avec une moveset très aérienne, très moderne, on va dire, pour l'époque. Et puis numéro 1, et haut la main, celui qui m'a le plus fait kiffer, c'est Steven Regal, donc William Regal. Enfin, vous connaissez sous le nom de William Regal, mais William Regal n'est même pas son vrai nom, hein, c'est Matthews, je crois, son nom de famille. Bref. Donc Steven Regal, qui arrive face au début, il a pas trop de gimmick. J'ai vu une shoot interview, j'ai regardé plusieurs shoot interview de Regal, et apparemment c'est lui qui a fait le forcing pour être mis en heel avec son rôle d'Aristo. Dusty Rhodes a fini par accepter, et quand il a vu le résultat, il a dit ok, t'avais raison, et il lui donne un push, et il a des matchs incroyables. Il a le match de l'année contre Steve Moch, j'en parlais tout à l'heure, et il a un niveau sur des petits matchs de 5-10 minutes, sur les shows télé, qui est absolument extraordinaire, avec un style très particulier, génial au micro, très charismatique. Moi je suis un gros fan de Regal, et son run, enfin le run de Regal que je préfère, c'est celui-ci, 93-94. Regal à WCW, j'adore. Je suis un gros fan de cette période de sa carrière. Voilà. Je reparlerai de toute façon beaucoup en 94 de lui, parce qu'il y a plus de choses, parce qu'en fait il a mis du temps à avoir le bon rôle en fait en 93, donc c'est plus sur les 3, 4, 5 derniers mois, 4 derniers mois, qu'il est vraiment cool. En champion de TV, titre qu'il a porté avec énormément de prestige, je pense que c'est peut-être le meilleur champion de TV de tous les temps, avec Steve Austin. Steve Austin 91 et Regal 93-94, c'est vraiment les deux meilleurs runs de champion de TV. Je rappelle que le titre de champion de TV, l'idée c'est qu'il apparaît très souvent à la télé dans des matchs de 10 minutes maximum, donc il peut garder le titre en faisant un draw, etc. Ça c'est cool. Time limit draw. Voilà. Award suivant. Plus grosse progression de l'année. La vidéo va être longue, hein, mais c'est pas grave. Alors, c'était intéressant ça, parce qu'ils ont pas mal de jeunes. La WCW a été une bonne fédération à ce niveau-là. Ils avaient beaucoup de bons jeunes qu'ils ont essayé de faire monter comme ça. Ils ont fait un très bon travail sur 3 jeunes qui vont avoir des fortunes diverses dans leur carrière. Le numéro 3, je vais mettre Dustin Rhodes, donc le fils de Dusty Rhodes, celui qui sera Goldust plus tard, le grand frère de Cody Rhodes, hein, qui a déjà fait des très belles choses en 91 et surtout 92, et qui là fait un run en solo à une marche au-dessus, donc au titre de champion US, et qui montre une progression à tous les niveaux. Je trouve vraiment excellent. 93-94 pour lui aussi, c'est peut-être ses 2 meilleures années. 93 c'est peut-être sa meilleure année d'ailleurs, en carrière. Goldust compris, hein, je veux dire. Vraiment, grosse progression, notamment au micro, où il se débarrasse complètement des tics, où il essaie d'imiter Dusty Rhodes ou le American Dream, et ça marche pas du tout. Donc il a une grosse progression à ce niveau-là. In-ring, bon, il s'était trouvé en 92, mais je dirais qu'il confirme, et notamment sur des matchs un peu plus longs, et sur des matchs avec un plus gros enjeu, avec ce titre US, qui est certes dévalué, mais qui est quand même toujours important. Très over, Dustin Rhodes, donc vraiment régulier, super. Très belle saison. Numéro 2, j'ai mis Johnny B. Bad. Alors c'est pas qu'il arrive à un niveau qui est plus haut que Dustin Rhodes, mais il partait vraiment de plus bas. Alors Johnny B. Bad, c'est Marc Mero, hein, pour ceux qui connaissent le WWF. Dans une gimmick un petit peu compliquée à incarner, parce qu'il incarne un espèce de... Comment dire ça ?
une espèce de Gorgeous George rétro rock'n'roll, rockabilly, Chuck Berry quoi. Voilà, donc un truc un peu, c'est compliqué. Donc Gorgeous George dans le côté très efféminé, précieux. Il devient face avec cette gimmick, c'est quand même invraisemblable, quand même. Et surtout, alors au début il était Green de chez Green, il savait pas faire grand chose dans le ring, il était vraiment pas bon. Et à ses propres aveux d'ailleurs, j'ai entendu dans une shoot interview que c'est assez drôle parce qu'il dit je m'excuse à tous les gens qui ont eu le malheur de m'affronter dans ma première année parce que j'étais une catastrophe. Et là en fait effectivement, il progresse de façon hyper nette en 93. 94 il va confirmer en étant Monsieur Opener, hein, avec des très bons openers à chaque pay-per-view quasiment. Et il obtient pas mal de bons petits matchs à 3 écarts, des trucs comme ça. Il fait une bonne saison. Et il devient plus gênant, et vraiment cool, et je trouve c'est remarquable comment il arrive à incarner une gimmick qui est compliquée, et à être over à travers ça. Donc c'est pas un tueur au micro, mais voilà, il fait son taf. C'est un bon petit lutteur de mid-card, assez flamboyant. Voilà, donc très cool. J'aime beaucoup Marc Mero de toute façon. À la WWF, il va y avoir un très très bon run autour du titre intercontinental notamment, j'en reparlerai, quand je ferai 96 à la WWF. Et enfin numéro 1, Steve Austin. Alors vous allez me dire, bah attends, il a déjà un bon statut en 92, hein, et effectivement il était membre de la Dangerous Alliance, etc. En 93, bon déjà être champion du monde poids lourd par équipe, c'est tout un accomplissement à la WCW, parce que ce titre avait beaucoup de prestige là-bas, donc c'est plus haut qu'être champion de TV, clairement. Et vraiment c'est le gars qui porte les Hollywood Blondes in-ring. Je l'ai dit tout à l'heure, Brian Pillman en heel, il a du mal in-ring. Parce que c'est sa façon de voir le catch et qu'il a pas, voilà, il décide d'être peut-être moins bon in-ring pour être plus détesté. Steve Austin, lui, ça passe très bien. Il fait le brawler un peu foufou, il bump, il est fou, vraiment extraordinaire. Et donc déjà, il y a une petite progression in-ring parce qu'il a, voilà. Mais là où il fait une grosse diff, c'est au niveau du micro et dans le charisme. C'est-à-dire que jusque là, c'était un bon worker un peu blind, quoi, un peu chiant. Où tu te dis bon, il manque de personnalité, lui là, voilà. Et là, tout d'un coup, on se dit mais c'est un fou, quoi. Il est vraiment hyper charismatique, super en promo, on sent l'énorme potentiel. Et d'ailleurs, dans un segment dont je vais vous parler tout à l'heure, on a Ric Flair et Arn Anderson qui disent que voilà, il pourrait make it big time ou un truc comme ça, donc devenir le numéro 1 un jour. Donc, très annonciateur. Et c'est vrai clair qu'on ne pouvait pas le dire avant, parce qu'on voyait bien que physiquement il avait la caisse, mais après, pour le reste, il manquait vraiment quelque chose. Et là, il le montre. Pour moi, cette progression sur les dernières marches qui permettent de t'affirmer comme un potentiel champion poids lourd ou quoi, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus significatif, c'est ce qui est le plus dur à atteindre. Et en fait, pour moi, Steve Austin, dès 93, il a atteint ce niveau où il peut être mis champion du monde poids lourd, il peut l'incarner, à revoir sa gimmick et tout, hein, il y a des petites choses à changer, mais vraiment, ça saute aux yeux le potentiel quand tu vois les segments qu'il fait avec Brian Pillman et les matchs qu'il fait aussi. Je dirais qu'au micro, Pillman est super aussi, mais in-ring, il lui met quand même un bon écart. Voilà. Ensuite, je suis un peu long sur chaque award, mais en même temps, voilà, hein, j'en parlerai qu'une seule fois de cette année, donc voilà, on prend un peu notre temps, ça fera une vidéo très longue, c'est pas grave. C'est pas grave, vous la regarderez en plusieurs fois, parce que, voilà, c'est bon. Donc, award suivant, Feud Storyline de l'année. Donc, les meilleures rivalités, etc. Bon, on le dit souvent, parfois c'est un peu abusif de dire ça, mais on entend souvent les gens dire, ouais, la WCW, c'est un peu comme la TNS, c'est mal booké, les storylines sont pourries, machin. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont eu beaucoup de bonnes idées, mais en 93, faut quand même le dire, il n'y a rien d'extraordinaire. La numéro 1 est pas mal, mais les autres, c'est pas top. Alors numéro 3, j'ai mis le split et la rivalité entre les Hollywood Blondes, donc ils vont splitter à la fin de l'année. C'est pas top, mais au moins, ça crée un peu d'intensité. J'ai bien aimé la manière dont Steve Austin a agi là-dedans. Alors en fait, je vous explique un peu ce qui se passe. Il y a le manager le plus renommé de la WCW, donc Colonel Parker, qui veut recruter Steve Austin dans son écurie. Donc il lui fait plein d'éloges et il dit voilà, tu pourrais être champion, si je te prenais avec moi, tu pourrais atteindre les sommets, etc., etc. Et à un bout de moment, il dit en gros voilà, si tu restes avec Pillman, tu feras rien, il faut que tu jartes ce guignol, quoi. Et on voit Steve Austin qui a l'air de réfléchir et Pillman qui s'énerve. Et donc voilà. Donc au bout d'un moment, Pillman s'en prend à Colonel Parker. Donc c'est censé être un face turn de Pillman, sauf que Parker se fait défendre par Steve Austin. Donc Steve Austin fait quelque part son heel turn sur un heel, sa trahison, c'est un peu bizarre. C'est bizarre parce que du coup ce qui se passe c'est que Pillman n'est pas repassé face entre temps, et du coup il passe un peu pour un guignol, parce qu'il devient face parce que son partenaire quand il était heel l'a trahi, donc il est un peu con, quoi. De toute façon clairement le split c'était pour Steve Austin, c'est pas pour Pillman qui va traverser le désert en 94.
Voilà, mais il y a quand même un bon match entre les deux à Clash of Champions 24, je crois, ou 25, je sais plus exactement. Un très très bon match entre les deux, assez moderne dans le style, et on verra tellement mieux dans ce style-là que j'ai pas mis non plus une grosse note, mais c'était vraiment pas mal, quand même. Et puis voilà, un intérêt parce que c'est deux lutteurs qu'on a pris tellement plaisir à voir tout au long de l'année que ça fait forcément un peu mal au cœur, que ça fait forcément réagir. Enfin moi en tout cas, c'est ce split-là. Numéro 2, j'ai mis le face turn et la rivalité entre Cactus Jack et Harley Race. Enfin Harley Race, la stable de Harley Race, le Harley Race qui était manager aussi, de Vader, de Rick Rude et de Paul Orndorff. Alors en fait la situation c'est que il y a eu un match où Cactus Jack et Paul Orndorff devaient se battre pour savoir qui allait être le partenaire de Vader lors du show du Clash of Champions au début de l'année, un Thunder Cage match, enfin bref. C'est un match en cage à plusieurs, avec une cage un peu comme les Hell in a Cell, avec un espace entre le ring et la cage, enfin bref. Et là encore, c'est avant-gardiste, vous voyez, c'est la WCW qui l'a fait en premier, l'espèce de Hell in a Cell, c'est-à-dire avoir une cage qui laisse l'espace entre le ring et la cage. Bref. Et donc Cactus Jack se rend vite compte que c'est une sorte de complot et qu'en fait Harley Race a choisi depuis le début Paul Orndorff, donc il se retourne contre Harley Race, il fait une super promo où il dit avec tous tes titres de champion du monde, il te manque une chose, c'est des yeux derrière la tête parce que tu me verras pas venir avec une pelle pour t'assommer, c'est excellent. Et la storyline je la trouve super bien parce que ça met Cactus Jack over malgré qu'il est perdant à chaque fois, il se fait défoncer par Vader, par Orndorff, enfin bref, il revient tout le temps en fait le mec. Et alors bon, la storyline se barre en couille à un moment donné puisque il se prend un powerbomb de Vader sur le ciment, donc il est censé à ce moment-là être moitié dans le coma, et il se réveille, il a perdu la mémoire, et du coup il devient SDF, et il y a des journalistes qui essaient de le retrouver, il retrouve la mémoire tout d'un coup, et il revient, enfin bon, c'est un truc à la con comme ça. Mais bon, n'empêche que ça a donné un push à Cactus Jack, que ça a donné des matchs assez cool, et j'ai trouvé Cactus Jack tellement excellent au micro dans son personnage de face psychopathe, que personne n'avait vraiment réussi à incarner jusque-là, je pense. Parce que bon, il y a eu des faces qui faisaient les foufous, un Maniac, Mark Lewin par exemple dans le Texas, ou Bowser Brody ont incarné ça, mais tellement moins bien que Mick Foley que voilà. Et enfin ma storyline numéro 1, c'est les Four Horsemen, donc plus ou moins Ric Flair et Anderson, hein, on va être clair, contre les Hollywood Blondes. Alors ça c'est génial parce que les Hollywood Blondes sont invités dans l'émission de Ric Flair et ils font les branleurs, mais à un point tellement fun. Je sais plus ce qu'ils disent à Ric Flair, ils disent tiens, t'as payé combien pour ta statue qui est là-bas? Et en fait il y a Arn Anderson qui est assis au bar en train de boire un verre et il écoute ça. Et en fait il parle de Arn Anderson, après il dit ah j'aime bien ta robe de chambre avec laquelle tu viens au ring là, c'est fait avec quoi, des plumes de ptérodactyle et tout ça. Enfin c'est que des remarques sur le fait qu'il est vieux et tout ça, me fait trop marrer, ils sont complètement cons. Et puis du coup forcément Arn et Flair qui sont face s'énervent petit à petit et tout. Puis après il y a un match entre les deux. En fait les matchs sont pas forcément extraordinaires, mais ça donne vraiment envie de les voir. La storyline, on sent qu'il y a beaucoup d'orgueil et d'ego et des petits branleurs avec, tout, c'est vraiment bien. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est la rivalité qui est la plus moderne et la plus fraîche et la plus fun à regarder et qui donne le plus envie de voir les matchs. Donc en ça c'est la meilleure rivalité de l'année. Voilà. Ensuite, décidément, je vais faire la vidéo la plus longue de mon truc, je crois. Meilleur lutteur en segment. Donc c'est pas seulement le fait de bien parler au micro, c'est aussi être un bon acteur, de bien faire marcher les segments, en fait, que ce soit des segments où il y a du brawling ou autre. Alors numéro 3, j'ai mis Ric Flair. Parce que même si Arn Anderson a été super cool et que c'est un super talker, Ric Flair a eu plus de choses significatives à faire, à Flair. Voilà, donc j'ai bien aimé quand il présentait son émission avec plusieurs invités, notamment Steamboat, où comme ça il se parlait avec beaucoup de respect, Rick Rude, les Hollywood Blondes dont j'en ai parlé, etc. Et j'ai adoré après aussi le côté comment il essaie d'avoir Vader en match et après il est obligé de mettre sa carrière en jeu et il est inquiet et il dit au revoir à sa famille à Starrcade et l'émotion à la fin de Starrcade, etc. Je trouve qu'il a vraiment vraiment bien incarné son rôle et de toute façon faire cette année 93 c'est beaucoup de micros et peu de matchs, hein, donc on va être clair. Numéro 2, mais bon, je le préfère tellement en heel que là je l'ai mis que 3ème parce que le 2 et le 1 c'est solide. Numéro 2, j'ai mis les Hollywood Blondes ensemble. Alors tu me dis, je triche, parce que j'en mets 2. Mais en même temps, c'est tellement leur alchimie, leur complicité à deux qui fait la diff que voilà, je pense que c'est pertinent de les mettre ensemble. Et numéro 1, Cactus Jack, parce qu'il fait marcher une gimmick de fou là, en face. Il est énorme.
Et puis au micro, Mick Foley, c'est un dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc intéressant. Il délivre ça avec beaucoup d'intensité. Il a toujours des petites phrases dedans. Enfin voilà, ça fait partie des légendes comme Piper ou je sais pas, Jake the Snake. Voilà, c'est pour moi ça. Ouais, Piper, Foley et Jake, peut-être c'est 3 meilleurs lutteurs au micro, probable. Je sais pas, je me suis peut-être oublié un là. John Cena est pas mal quand même, mais voilà, ça c'est vraiment les légendes, quoi, total. Ils ont toujours, je sais pas comment ils font, leurs promos sont toujours intéressantes. C'est assez affolant, et je trouve que Foley c'est remarquable sur cette année-là parce qu'il fait marcher une gimmick. Encore une fois, c'est pas évident, on est en 93, et donc avoir une gimmick un peu borderline sur le côté heel, limite, c'est pas évident, il le fait vraiment hyper bien marcher, il est super over à la fin de l'année. Voilà. Pay-per-view show de l'année. Alors, petite précision, hein, la WCW, contrairement à WF, a quand même 11 pay-per-view ou Clash of the Champions, qui ne sont pas des pay-per-view, mais presque, dans la forme, ça ressemble, mais pas dans les faits, c'est pas payant. Ils en ont 11 sur l'année. Ce qui est quand même là aussi avant-gardiste, parce que la WF passera à un pay-per-view par mois qu'en 95, alors qu'eux le faisaient déjà depuis 91, 90, 11, voilà, ça fait un moment. Donc il y a pas mal de choses. Et du coup, je voulais préciser que quasiment tous sont très bons, enfin ou bons, ouais, peut-être pas exagéré, ils sont tous bons cette année-là, 93, ou au minimum moyen bons, sauf Battle Ball. Battle Ball c'est de la merde, c'est un pay-per-view qui a lieu à la fin de l'année, c'est nul. Tous les autres sont vraiment bons, voire très bons. Rien de excellent qui tue, hein, total, mais il y a du bon. Donc vous pouvez, si vous voulez vous pencher sur l'année 93, vous pouvez vous faire les pay-per-view dans l'ordre, voilà, Clash of Champions ou pay-per-view dans l'ordre, c'est facile à trouver, je pense, sur internet. Ça doit être sur le network probablement, voilà. Et puis il y aura quelques matchs à voir en plus, je vous en parle juste après. Alors numéro 3, j'ai mis Slamboree. Alors Slamboree, c'est celui qui a lieu au mois de mai. Donc voilà, avec quelques matchs. Pourquoi j'ai mis, bon, déjà parce que la carte dans l'ensemble elle est très bonne, à l'exception des matchs de légende, parce que bon, c'est le concept du pay-per-view, c'est aussi d'avoir le Hall of Fame et d'avoir des légendes. D'ailleurs, ils créent le Hall of Fame en 93, j'ai pas dit. Bon, le Hall of Fame, on s'en fout un peu. Hein. Premier intronisé, Luthez. C'est classe. Bref. D'ailleurs, je me demande, parce que la WWF aussi a créé son Hall of Fame en 93, qui a créé son Hall of Fame en premier? Parce que eux, c'est donc en mai, et la WWF, ça devait être dans la même période, je sais pas, faudrait regarder. Ça doit être à peu près à la même époque. Qui aurait copié l'autre? Je ne sais pas. Peut-être personne, hein, parce que ça se faisait dans les sports, donc pourquoi pas. Donc oui, Slamboree, main event, c'est British Bulldog Vader, bon match. Un peu décevant ceci dit, on aurait pu avoir vraiment mieux. Il y a eu un très bon Arn Anderson, Barry Windham. Il y a eu un match Steamboat et Shane Douglas contre les Hollywood Blondes en cage, qui est décevant par rapport à ce que ça aurait pu être là aussi, mais c'est pas mal. Et puis il y a un Bobby Eaton et Chris Benoit contre Tuchel Scorpio et Marcus Bagwell que j'ai trouvé très bon, grosse surprise. Et le reste regarde bien, donc voilà. Voilà, donc numéro 2 des meilleurs pay-per-view, j'ai décidé de mettre Halloween Havoc avec en main event Cactus Jack Vader en Texas Deathmatch, qui est un match que j'aime pas plus que ça parce que pour moi le booking est dégueulasse, c'est surtout la stipulation est pas claire du tout, c'est vraiment horrible. Et pour moi, si j'avais juste fait un street fight classique, ça aurait été minimum 3 quarts, voire 4. Parce que les mecs, ils se sont donnés. Hein. Ça saigne, ça se donne des coups de chaise et compagnie. Là encore, on n'a jamais vu un match comme ça dans toute l'histoire de la WWF, je pense. On a vu des brawls un peu dégueulasses dans les années 80 avec Slaughter notamment. Mais des street fights vraiment avec du sang et compagnie, des tables qui pètent. Enfin, c'est à tel point, c'est fou ça, je le précise à chaque fois parce que moi ça m'a vraiment marqué quand j'ai regardé la WCW des années 90. C'est que j'ai entendu des gens dire que la première fois qu'un mec passait à travers une table dans le mainstream US, c'était Bret Hart en 95, Survivor Series. Alors que en 93 ils le font, 94, 93 ils le font à la WCW. Et régulièrement. Ils sont vraiment avant, et ils sont même avant la ICW à ce niveau-là. C'est fou. Ils ont déjà fait des street fights dégueulasses à la fin de 90, enfin bref. Bon. Mais sinon, voilà, Halloween Havoc très solide le mid-card. Hein. Steamboat Orndorff très bien, Bulldog Regal très bien, Steve Austin, Dustin Rhodes très bien, Nasty Boys contre Bagwell et Scorpio très très bien aussi. Très déçu du Ric Flair Rick Rude ceci dit, qui était quand même un dream match sur le papier qui a donné quelque chose de vraiment très faible. C'est dommage. Et enfin, le meilleur show de l'année, c'est Clash of Champions 23, qui a lieu. Alors attendez, ça je me rappelle plus, juin je crois par là, je sais plus. Attendez. Non, c'est au début de l'année. Moi je sais plus. Si ça doit être en juin.
Attendez, je suis en train de regarder rapidement pour pas vous dire de conneries. Oui, c'est ça, c'est en juin. Oui, je devrais me faire confiance. Oui, alors, il y a un match de Derle Fago, mais excellent dessus. C'est Too Cold Scorpio contre Barry Windham pour le titre de champion poids lourd NWA, qui est excellent dans le côté. Je vais en parler juste après dans les meilleurs matchs de l'année. Et le main event, c'est Steve Austin et Pillman contre Ric Flair et Arn Anderson, donc le match tant attendu de la rivalité entre les deux. Et puis il y a un Regal Bagwell aussi qui est très bien, qui est le premier vraiment bon match, je pense, de Regal, donc c'est important aussi à ce niveau-là. Voilà. Et vous remarquerez que dans les meilleurs matchs, je cite souvent Scorpio et Bagwell, qui sont parfois un peu sous-estimés. Eh bien voilà, on peut leur rendre un hommage. Ils sont souvent dans les meilleurs matchs des meilleurs pay-per-view. Alors les meilleurs matchs justement maintenant, continuons. Alors les meilleurs matchs que vous pourrez retrouver dans la boîte d'infos en dessous, mais aussi sur mon blog, qui s'appelle Wrestling Moon List. Vous pouvez aller taper ça sur Google ou le trouver en dessous, je mettrai le lien. Top des matchs où vous pouvez trouver, comme vous pouvez le voir, 9 matchs sur 20 qui proviennent de shows mineurs, c'est-à-dire pas de Clash of Champions ni de pay-per-view. Alors sur ma liste, quand je mets SN, ça veut dire que c'est Saturday Night, donc c'est une émission hebdomadaire qui a lieu le samedi, et WW c'est Worldwide, donc 9 matchs sur 20, ça montre que la WCW a de la qualité dans les shows hebdo, peut-être plus, et ça je le confirme, plus que la WWF. Les shows hebdo sont un peu plus intéressants d'un point de vue match. Souvent ils sont construits sur un match important chaque soir, et le reste un peu mineur. Et parmi ces matchs importants, il y en a régulièrement qui sont bons. Là encore, c'était pas totalement le format de la WWF avant ça, ou pas plus que ça. Voilà, la WWF a, je pense, un meilleur savoir-faire sur le booking et les moments de l'année et les pay-per-view, mais a une quantité de bons matchs à 3,4, 3,5 beaucoup moins grande que la WCW, qui a vraiment beaucoup sur l'année 93, c'est assez affolant. Il y a une quarantaine de matchs que j'aurais à 3,4 plus 3,5, quoi. Ce qui est vraiment beaucoup pour l'époque, où on essayait pas de crever l'écran à chaque show, à chaque match, quoi. Alors sinon, dans mes meilleurs matchs, je vais quand même parler un petit peu du Regal Steamboat, donc qui est mon match de l'année pour moi, qui est juste une tuerie, un excellent match sur le sol US, totalement oublié des années 90, où c'est très accroché, très technique, mais technique dans le côté très accroché, ça va pas être flamboyant nécessairement, mais on sent que les mecs, voilà, ils se laissent pas faire, et pourtant ils se font prendre quand même, et machin. Très bon selling par là-dessus, ça reste sobre, c'est-à-dire que les mecs prennent pas 40 big moves dans la tête, suspense. Vraiment, si vous aimez le catch technique accroché, j'aime bien utiliser le terme anglais parce que c'est pas tout à fait la même définition, mais tight, vous voyez, c'est serré comme ça. On sent que voilà, il n'y a pas du tout de collaboration, en tout cas elle est pas visible et tout. Si vous aimez ça et vous aimez les matchs où la dramaturgie est créée plutôt sur le selling et pas sur le fait de voir beaucoup de gros moves et qu'on se dit waouh et tout, c'est vraiment fait pour vous, surtout si vous aimez Regal ou Steamboat, mais c'est plutôt dans le registre de Regal où Steamboat s'est adapté. Donc vraiment super. Numéro 2, donc Windham Scorpio, match encore de Derle Fago, mais vraiment super. Alors là, c'est une opposition de style, c'est underdog, high flyer contre big man vétéran. Le dernier grand match de la carrière de Barry Windham, je pense, malheureusement. J'ai pas dit un truc important aussi, c'est que Barry Windham, c'est sa dernière année à temps plein, plus ou moins, 93. Il va avoir une blessure, il va quitter la fédération, et on le retrouvera qu'en fin 96, je crois 96 à la WWF. Sous une gimmick de Stalker, donc un truc dégueulasse. Il reviendra de WCW un peu en 98-99, mais rien de très pertinent. Donc c'est la fin d'un Windham pertinent, un de mes lutteurs préférés quand même. Un lutteur que j'apprécie énormément. Je vais dire ça comme ça parce que si je dis tout le monde est mon lutteur préféré, ça va pas le faire. Donc voilà, Windham Scorpio très simplement construit, mais vraiment très très bien, avec une super foule. Puis après, vite fait, si je passe un peu en revue, donc Steve Austin Pillman. Très sympa, même si on a vu beaucoup mieux dans ce registre-là depuis, mais voilà, genre de match où Pillman va faire un dropkick sur un move de la troisième corde de Steve Austin, vous voyez, il contre ça en dropkick, ce genre de truc, ça claque et tout, on sent, ça va dehors, ça va à l'intérieur, ça prend des bumps, c'est sympa, c'est assez court. Le strap match entre Vader et Sting, que pas mal de gens plébiscitent beaucoup, moi je le trouve pas passionnant, je trouve qu'il manque beaucoup d'intensité. Gros blade job de Vader dans ce match, d'ailleurs j'ai grillé le blade job, c'est Harley Race qui le fait. En fait, il se prend des coups de strap, donc c'est une espèce de lanière en cuir, dans le dos, et il roule à l'extérieur, et Harley Race lui caresse le dos, genre ça va aller, et en fait, il lui caresse le dos, mais avec une lame de rasoir entre les mains, donc il lui fait 3 blade jobs énormes dans le dos, et le mec il revient, il saigne du dos après, c'est assez affolant.
Bon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, puis ça finit comme tous les strap matchs avec les deux lutteurs qui touchent les coins en même temps. Bon, bref. Sinon, ah oui, tiens, je peux vous parler du Two Cold Scorpio Chris Benoit, quand même un truc de derrière les fagots. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est un match qui est marrant parce que ça va quasi au time limit. Le match se termine à 29 minutes et 30 secondes. Et donc on pouvait penser que ça allait faire un draw et tout. Donc c'est un long match très fort sur le niveau work rate, mais avec le côté selling de l'époque. Bon, et puis sinon, j'ai pas été plus que ça emballé par le Vader Ric Flair de Starrcade, qui est 8ème quand même. Du fait, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, du fait du manque de power move de Ric Flair qui fait que son comeback, je le trouve pas plus excitant que ça. Alors que je pense que c'était le levier principal de ce match, le truc qui aurait dû faire que ça fonctionne. Bon, après, voilà, je vais pas détailler. Ouais, le deathmatch, c'est le match de l'année, je pense, pour beaucoup de gens, parce qu'il est violent, mais il est violent avec un booking et une stipulation qui rend les choses vraiment, vraiment pas cool. Donc moi, je le mets pas très haut. Malheureusement, parce que deux lutteurs que j'aime beaucoup, et vu comment ils sont donnés dans le match, ça fait un peu mal au cœur de le mettre aussi bas. Un petit 3,5, mais bon. Ça vaut ce que je ressens quand je regarde ce match. Voilà. Et sinon, vous remarquerez peut-être qu'il y a pas mal de matchs avec Bagwell et Scorpio, pas mal. Il y en a quelques-uns. Donc je l'ai dit tout à l'heure, je voulais absolument le préciser, que c'est deux lutteurs qui sont souvent oubliés et sous-estimés dans l'histoire du catch US des années 90 notamment. Ensuite, Tag Team of the Year. Donc les meilleures équipes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Ça a bien tenu jusque-là. Les Steiners sont partis en 92, donc ça a laissé un trou. Ils ont recréé une équipe avec Chris Benoit et Bobby Eaton. Ils ont ramené Harlem Heat, donc j'en ai parlé. Ils ont ramené les Nasty Boys aussi à la fin de l'année 92, mais il n'y a pas une grosse division par équipe. Du coup, troisième, j'ai mis les Nasty Boys. Bon, ils n'ont pas fait une énorme année. Ça sera plus intéressant pour eux en 94. Mais c'est une équipe qui, je trouve, fait toujours son taf, parce qu'ils se donnent dans le ring, et qu'à partir du moment où tu te donnes dans le ring et que t'as pas un selling trop dégueu, même si t'es un peu brouillon, ça le fait. Et je pense que le côté brouillon leur va bien, de toute façon, dans leur style de match. Numéro 2, Bagwell et Scorpio. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Ils ont eu pas mal de bons matchs, c'est très régulier, une équipe très sympathique, très high fly et double team move de potes comme ça. Et enfin, numéro 1, évidemment, vous le savez, je vais pas développer Hollywood Blondes. Voilà, je développe pas parce que c'est évident, c'est ceux qui ont fait le plus de gros matchs, qui ont été champions d'équipe le plus longtemps, je pense, de l'année. Et en plus, il y a le micro et tout ça. C'est un petit phénomène dans l'année 93 et Hollywood Blondes, donc forcément, équipe de l'année. Lutteur de l'année maintenant. Alors, c'était pas évident, parce qu'il y a eu pas mal de lutteurs qui ont fait une très bonne saison. Je m'étais écrit, pour moi, sur mes notes, mention à Two Cold Scorpio, qui est pas un potentiel sur le podium, parce qu'au micro, il y a rien, et puis ça reste des petits matchs pour la plupart, sauf contre Windham. Mais il a toujours été très 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 bon, Two Cold Scorpio, sur cette année-là. Donc vraiment remarquable. Alors, le podium, j'ai décidé de mettre Ricky Steamboat numéro 3. J'ai beaucoup hésité avec Cactus Jack et Dustin Rhodes. Je pense que si le match de Hollywood Evoque avec Cactus Jack et Vader avait été un 4 étoiles, je pense que j'aurais mis Cactus Jack. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a toujours un peu échoué sur ses top matchs pour le moment, Mick Foley. Ce qui n'a pas été le cas de Steamboat, puisqu'il a eu ce match fantastique avec Regal notamment. Après, ça reste des lutteurs qui ont été tous les trois très réguliers, Dustin Rhodes aussi. Bon, et voilà, j'ai pris celui qui, à mon sens, a été le plus capable d'avoir des top matchs parmi trois lutteurs très réguliers, malgré aussi le petit avantage au micro de Cactus Jack par rapport à Steamboat, qui est pas terrible au micro, faut quand même le dire. Numéro 2, Steve Austin. Donc, excellent au micro, j'en ai parlé. Il a porté les Hollywood Blondes in-ring, j'en ai parlé, et les Hollywood Blondes, c'est le phénomène de l'année, plus ou moins, quelque part. J'ai adoré l'alchimie qu'il a créée avec Pillman. Pillman qui n'a pas été assez bon sur l'ensemble de l'année, mais ils ont ensemble ce bon petit match à la fin de l'année, l'un contre l'autre avec Clash of Champions 24. Donc voilà, donc une année très pleine de Austin, très convaincante. Donc Austin, une fois de plus sur le podium, je crois que je l'avais mis sur le podium en 91, je suis presque sûr. Et en 92, non, 92 il devait pas y être. Ça devait être Windham, Sting, Steamboat, je crois, 92 que j'avais dit, de mémoire. Mais enfin, en tout cas, voilà. Ces années 91, 92, 93 sont vraiment très très bonnes. Et ils confirment une fois de plus en étant sur le podium. Et numéro 1, bon, c'est devinable, Vader. Tous ces gros matchs en pay-per-view sont tous soit de bons, voire très bons matchs. On va dire 3 écarts minimum. Parfois avec des adversaires pas toujours évidents à négocier par rapport au contexte ou quoi. Parfois avec des bookings un peu foireux.
super champion, il se donne à fond dans le ring, il se fait faire des blade jobs, on peut être stiff sur lui, il bump, il fait le fou. Année extraordinaire où il a complètement assumé le rôle de champion sur un an, sans jamais être lassant. Si on compare son run à lui de méga monstre, champion, avec celui de Yokozuna en parallèle en 93 mais à WWF, on voit toute la différence. C'est que Yokozuna, il n'a pas eu des super matchs. Vader, voilà, pleine balle. Et enfin, dernier award, moment de l'année. Donc bon, c'est pas le point fort de la WCW de toute façon. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est toujours très léché ces moments clés dans l'année là, du côté de WWF. WCW, ils le font pas plus que ça. Donc il n'y a rien de ouf. Si vous voulez aller les voir par curiosité, vous avez la flemme de chercher sur YouTube, vous pourrez les retrouver sur mon Google Drive que je mets en lien en dessous. Et il faudra le télécharger, ça fera pas un fichier trop gros. Et voilà. Donc, c'est pas des moments incroyables, mais bon, ça peut être une curiosité. Alors je vous mettrai en bonus track, peut-être, je sais pas encore, les débuts du Shockmaster, mais ça vous pouvez le trouver facilement. Alors numéro 3, j'ai mis Ric Flair à Starrcade. Sous ce titre peut-être un peu vague, se cache en fait l'émotion de la victoire de Ric Flair, mis en parallèle avec l'émotion de l'inquiétude au début du show. Donc je vais vous mettre un peu les deux. Je triche un peu, mais il faut bien se débrouiller parce qu'il n'y a pas des moments de fou. Bon, et puis Ric Flair qui redevient champion comme ça, dans un match contre Vader qui a été le monstre toute l'année, ça culmine, ça fait un truc culminant, quoi. C'est ça qui est, c'est quand même bien. Chez lui, voilà. C'est un peu émouvant pour un peu qu'on soit fan de Ric Flair, et je pense qu'à l'époque ça devait être quand même vraiment fort. En plus, le fait qu'il annonce qu'il prenne peut-être sa retraite s'il perd, on pouvait y croire, parce que Ric Flair était quand même vraiment commencé à être vraiment âgé. Et il y a certaines personnes qui préfèrent partir dans la gloire, et ça aurait été le cas de Ric Flair s'il était parti à ce moment-là. Mais il est parti dans la gloire en 2008. Donc, vous imaginez un petit peu, 15 ans plus tard, il a réussi à partir dans la gloire malgré tout, c'est quand même énorme. Numéro 2, Cactus Jack, qui fait son face turn sur Harley Race, j'en ai parlé tout à l'heure, donc en fait... il attaque Harley Race par derrière avec des coups de pelle et tout. Jim Ross fait un super travail au micro pour vendre le truc. Vous regarderez ce segment et vous verrez au passage Kevin Nash faire une apparition éclair et se prendre un coup de pelle. Et la promo qui en suit est vraiment cool. Voilà. Et enfin, numéro 1, j'ai choisi Steve Austin et Brian Pillman invités du Flair for the Gold, l'émission de Ric Flair. Bon, j'ai pas voulu mettre Austin et Pillman qui imitent Ric Flair dans le Flair for the Old, la parodie de l'émission de Ric Flair, qui est très drôle aussi, mais moi je trouve que le Austin et Pillman invité au Flair for the Gold, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils sont hyper insolents, t'arrives, Pillman il arrive, il pose ses pieds sur la table, ils te font des... Voilà, c'est DX avant l'heure, c'est avant-gardiste, c'est Pillman, hein. Je pense que c'est des idées de Pillman, hein, de toute façon. Et que Steve Austin a dû adorer, et s'est dit, mais c'est un génie ce gars, et puis je pense que c'est pour ça qu'ils sont adorés tous les deux. Mais c'est vraiment cool à regarder, ça fait monter l'intensité, ça donne envie de voir le match. Donc voilà, c'est un segment qui est pas non plus génialissime, mais que j'aime beaucoup personnellement. Voilà. Enfin, le moment culte de l'année, ça reste les débuts de Shockmaster, hein, clairement. Voilà. Donc, c'est tout pour cette année 93. Je pense que c'est déjà beaucoup. Je pense que la vidéo dure très longtemps. Mais que bon, vous pouvez le regarder dans plusieurs fois de toute façon. Donc, je vous retrouve pour bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, ou à critiquer, ou à dire ce que vous voulez. Je rebondirai dessus la prochaine fois dans ma FAQ perpétuelle. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Bye.